Pendant des années, la politique américaine à l'égard de la Chine a été une véritable poubelle. Aujourd'hui, les choses changent, mais certaines personnes ne veulent pas que la mauvaise passe prenne fin. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La politique chinoise menée par les États-Unis depuis des décennies est en train de s'effondrer. Et c'est une bonne chose. N'y voyez pas un mauvais effondrement, comme celui d'un pont. Pensez plutôt à un bon effritement, comme le parmesan. C'est une destruction délicieuse. La politique américaine à l'égard de la Chine était autrefois dominée par une politique d'engagement, souvent liée à Henry Kissinger, qui continue aujourd'hui encore à faire pression en faveur d'un rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Ces idées ont atteint leur apogée avec le président Bill Clinton, qui a poussé à la normalisation permanente des échanges avec la Chine et à l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Clinton a exposé l'idéologie fondamentale de l'école d'engagement de Kissinger. En adhérant à l'OMC, la Chine n'accepte pas simplement d'importer davantage de nos produits, elle accepte d'importer l'une des valeurs les plus chères à la démocratie, la liberté économique. Lorsque les individus auront le pouvoir non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves, ils exigeront d'avoir davantage voix au chapitre. Plus de 20 ans plus tard, qu'en est-il? La Chine n'est pas devenue une démocratie. Au contraire, le Parti communiste chinois est devenu une sorte de régime techno-autoritaire, du genre de ceux que l'on voyait autrefois dans les films de science-fiction dystopiques. Les relations avec la Chine ont vidé l'industrie manufacturière américaine de sa substance. La Chine a piraté toutes les grandes entreprises américaines. Le vol de propriété intellectuelle sanctionné par l'État chinois a coûté aux États-Unis plus de 600 milliards de dollars par an. Et le développement militaire massif de la Chine menace la sécurité de la planète entière. Mais les Américains ont pu économiser de l'argent sur des produits mal fabriqués, et cela en valait la peine au bout du compte. L'échec de la politique d'engagement des États-Unis n'est pas un secret. Selon un récent sondage Gallup, 15% des Américains ont une opinion favorable de la Chine, ce qui constitue un record. En outre, 66% des Américains considèrent la Chine comme une menace sérieuse pour les États-Unis. J'aimerais que cette chaîne s'en attribue une partie, mais il suffit que la Chine agisse comme la Chine pour que ces chiffres soient atteints. Félicitations, PCC, vous le méritez. Et ce qu'il y a de bien avec la démocratie, c'est que les opinions des gens déterminent la façon dont le gouvernement agit et les politiques qu'il crée. Les États-Unis limitent désormais les investissements en Chine et coupent l'accès de la Chine à la technologie des puces. L'objectif est d'empêcher que des technologies essentielles ne tombent entre les mains de l'armée chinoise. Le Congrès a créé une nouvelle commission bipartisane sur la Chine, dont l'objectif est de réparer les dommages causés par des années de politique d'engagement. Savez-vous à quel point il faut que les choses aillent mal pour que le Congrès se mette d'accord sur quoi que ce soit? Ils ne sont même pas bipartisans lorsqu'il s'agit de donner des friandises aux chiens. Certains n'apprécient pas que les chiens demandent l'aumône. Il est donc évident que tous ceux qui ont plaidé en faveur d'un engagement avec le Parti communiste chinois pendant toutes ces années vont dire « Oui, nous avions tort ». Bien sûr que non, ils restent sur leur position. Et ils se battent autant qu'ils le peuvent contre toute modification de leur politique d'engagement bien-aimée. Y compris en traitant de racistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Racistes. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Des personnes qui ont consacré des décennies de leur vie à la politique d'engagement avec le Parti communiste chinois voient l'œuvre de leur vie s'effondrer. Et ils se défendent. Selon Matt Turpin, spécialiste de la Chine, l'explication avancée par un certain nombre de ses commentateurs est que la politique américaine a été détournée par une minuscule cabale de faucons chinois, profondément nationalistes et anti-chinois, et que Washington a été victime d'une pensée de groupe et d'une panique morale. Oh, la pensée de groupe et la panique morale, c'est ce qu'on appelle maintenant quand les gens s'inquiètent, vous savez, d'un génocide. Mais qu'en est-il du soutien bipartisan en faveur d'une plus grande sévérité à l'égard de la Chine? En fait, selon cet article d'opinion du Washington Post, c'est un problème. Oui, l'accord bipartisan pourrait signifier qu'ils sont en proie à une illusion collective. Je suis presque sûr que le ballon espion n'était pas une illusion. Je suppose que nous l'avons tous imaginé. Tout comme nous avons tous imaginé une époque où le Washington Post avait une certaine crédibilité.
Cet article d'opinion déplore que la commission bipartisane sur la Chine n'ait pas compté parmi ses membres les personnes chargées de l'engagement qui auraient prôné le dialogue avec Pékin pour réduire les tensions. Ce qui a toujours très bien fonctionné. Sans parler du fait qu'il y a tant de domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble, comme le réchauffement climatique. Par « travailler ensemble », les États-Unis veulent-ils dire qu'ils supplient la Chine de cesser d'être le plus grand contributeur au réchauffement de la planète, et que la Chine leur répond « Revenez nous voir dans 30 ans et nous y réfléchirons ». Qu'en est-il des questions telles que le Parti communiste chinois qui tue activement des Américains en injectant du fentanyl dans le pays? L'article affirme que le témoignage de la Commission sur la Chine au sujet de la menace chinoise n'était pas tant erroné qu'unilatéral et trompeur. Oui, ce n'est pas faux. C'est juste trompeur. J'aimerais que cet argument fonctionne au tribunal. Objection, votre honneur, toutes ces preuves indiscutables étaient complètement unilatérales. Je suppose que nous allons devoir annuler le procès. Par exemple, tous les avantages du commerce avec la Chine n'ont pas été mentionnés. Tant d'avantages. Pas pour les ouvriers de l'automobile du Michigan, ni pour les entreprises américaines qui font faillite à cause du vol de propriété intellectuelle en Chine, mais pour Amazon et son propriétaire Jeff Bezos, qui possède également le Washington Post, lequel publie bien sûr des articles comme celui-ci. Par ailleurs, personne n'a souligné que la Chine a été beaucoup plus prudente dans la conduite de sa politique étrangère que la Russie. C'est tout à fait vrai. La Russie a envahi un pays souverain. La Chine se contente de menacer constamment de faire de même, en envoyant constamment des avions de guerre près de Taïwan. C'est un bon point. C'est comme dire, nous pouvons tout à fait être amis avec ce harceleur qui menace de tuer quelqu'un, parce que ce n'est pas comme s'il l'avait réellement fait, pour l'instant. Selon l'auteur, le vrai problème, c'est le peuple américain. Le problème, c'est qu'ils sont en proie à l'hystérie et à l'alarmisme, qui pourraient entraîner les États-Unis dans une guerre nucléaire inutile. En témoigne la réaction désordonnée lorsqu'un ballon de surveillance chinois a dérivé à travers la partie continentale des États-Unis. Oui, abattre un ballon espion qui espionnait des installations militaires américaines, après qu'il a traversé toute la partie continentale des États-Unis, était une réaction désordonnée. Il est clair que le peuple américain n'est qu'un peuple de fous à la bouche pleine d'écume, et qui se dirige tout droit vers une guerre nucléaire. L'auteur de cet article doit être amusant à côtoyer. Excusez-moi, pourriez-vous essuyer le matériel de gym après l'avoir utilisé, s'il vous plaît? Pourquoi êtes-vous si déséquilibré en ce moment? Je dois également souligner que cet article n'a jamais utilisé les mots « droits de l'homme ». Parce que les droits de l'homme ne sont vraiment pas importants quand il y a de l'argent en jeu. En tout cas, pour Jeff Bezos. Je ne dis pas que Bezos a quelque chose à voir avec cet article, mais je trouve intéressant que le journal qu'il possède choisisse de publier ce genre d'article d'opinion promouvant l'école de l'engagement. Je suis prêt à dire que Jeff Bezos ne se soucie pas beaucoup des droits de l'homme. En particulier le droit de l'homme à utiliser les toilettes au travail. Même si, techniquement, vous avez le droit d'y aller, vous avez juste intérêt à bien viser. Mais ce n'est qu'un début. Attendez de connaître la position officielle du New York Times. J'y reviendrai juste après la pause. Bienvenue à nouveau. Le public et le gouvernement américain se montrent plus sévères à l'égard de la Chine. Les partisans d'un engagement avec le Parti communiste chinois ripostent. Voici l'ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, Max Baucus. Il n'est pas fan de la nouvelle commission du Congrès. La nouvelle commission du Congrès sur la Chine est très anti-chinoise. Non, elle n'est pas anti-Chine. Elle est contre le Parti communiste chinois et ce que le parti a fait, non seulement à l'Amérique, mais aussi au peuple chinois. Ce qu'il admettra plus tard dans la même interview. De nombreux membres du Congrès disent qu'ils veulent séparer le parti du peuple, ce qui implique que le peuple chinois devrait peut-être renverser le Parti communiste. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ils ne font que contrer la plus grande ligne de propagande du Parti communiste. Le PCC veut que les gens croient qu'il n'y a pas de Chine sans le parti. Le parti est le peuple. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Le parti est le parti. Le peuple est le peuple. C'est le moderne Frankenstein qui est le docteur, pas le monstre. Ce n'est pas si compliqué. Et voici ce que les gens disaient lors d'une récente manifestation. PCC, démission, Xi Jinping, démission. Bien sûr, beaucoup de ces manifestants ont commencé à disparaître. Ce qui me fait penser à la façon dont les personnes engagées gèrent l'idée qu'en s'ouvrant, la Chine deviendra une démocratie. Nous n'allons pas changer la Chine. Mais
Changer la Chine était l'excuse pour l'engagement en premier lieu. Et maintenant, vous dites que puisque nous ne pouvons pas changer la Chine, nous devons continuer à nous engager avec elle? Est-ce que la Chine a aussi fait disparaître le cerveau de ces gens? Lorsqu'il s'agit de génocide et d'enlèvement de manifestants, votre réaction ne devrait peut-être pas être la même chose que ce que les lycéens s'écrivent les uns aux autres dans leurs annuaires. Ne changez jamais, PCC. Mais voici peut-être l'exemple le plus flagrant. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'un article d'opinion ordinaire, mais du comité éditorial du New York Times. Cela signifie qu'il s'agit de la position officielle du journal le plus influent d'Amérique. L'article commence par l'idéologie de base des écoles de l'engagement. Pendant la majeure partie du demi-siècle écoulé, les États-Unis ont cherché à remodeler la Chine par le biais d'un engagement économique et diplomatique. Attendez, remodeler la Chine? Nous n'allons pas changer la Chine. Eh bien, regardez ceci. Il est vrai que l'engagement avec la Chine a donné moins de résultats que ce que ses partisans espéraient et prophétisaient. C'est l'euphémisme de l'année. C'est comme dire, nous espérions un bon retour sur investissement. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un cobra qui nous a aspergé les yeux de venin. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Ensuite, ils ont admis qu'il y avait des problèmes comme la répression des musulmans ouïghours. La répression? Vous parlez de torture, de travail forcé et... Quel est ce mot? Ah oui, génocide? Cette phrase est tellement blanchie que je ne suis pas convaincu que Tom Sawyer ne les ait pas piégés pour qu'ils la fassent. En fait, le capitalisme d'État de la Chine a nui à la santé de la démocratie libérale dans d'autres pays. Le capitalisme d'État? Vous voulez dire le communisme? Pourquoi le New York Times a-t-il tant de mal à le dire? En fait, le mot communisme, ou communiste, n'est pas utilisé une seule fois dans tout l'article. C'est vrai, ils ne disent même pas le nom de ce parti qui contrôle totalement la Chine. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, le Parti capitaliste chinois parrainé par l'État. Pense-t-il que s'ils disent 3 fois communisme, le communiste Beetlejuice apparaîtra et les emmènera au goulag effrayant? Mais savez-vous ce que dit le New York Times? Les États-Unis et la Chine doivent continuer à travailler ensemble sur des problèmes communs tels que le changement climatique, coopérer pour faire face au changement climatique, comment ralentir le rythme du changement climatique. Et si on ralentissait le rythme des génocides? Non, peut-être devrions-nous commencer à appeler les musulmans ouïghours une espèce en voie de disparition. C'est alors que ces gens commenceront à se préoccuper de ce problème. Le Times affirme que les relations entre les États-Unis et la Chine, malgré tous leurs problèmes, continuent d'apporter des avantages économiques substantiels. Tant d'avantages économiques. Pas pour les ouvriers de l'automobile du Michigan, ni pour les entreprises américaines qui font faillite à cause du vol de propriété intellectuelle par la Chine, mais pour Carlos Slim, le milliardaire mexicain propriétaire du New York Times. Quelle coïncidence que ces milliardaires qui profitent de la coopération avec la Chine et des journaux qui appellent à la coopération avec la Chine. Quelles sont les chances? Ce n'était pas une question rhétorique. J'ai demandé à Vegas et ils m'ont donné une chance sur 2. Mais la Chine représente-t-elle une menace? Par rapport aux superpuissances, la Chine reste un pays isolé. Ses engagements à l'étranger, en particulier en dehors de son environnement immédiat, restent essentiellement économiques. C'est tout à fait vrai. Comme la façon dont la Chine a utilisé de l'argent pour interférer dans les élections au Canada. C'est essentiellement économique. Ou comment les banques chinoises gèrent aujourd'hui la quasi-totalité de l'argent des narcos en Amérique latine. J'ai consacré un épisode entier à ce sujet en début de semaine. L'idée que la Chine s'occupe de ses propres affaires est tellement fausse que je pourrais y consacrer une chaîne YouTube entière. Oh, attendez, je le fais. Rappelez-vous, le New York Times est le même journal où les rédacteurs ont dit à un journaliste, qui voulait faire un article sur le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine, que le sujet n'était pas le bienvenu au New York Times. Bien entendu, s'il s'agissait d'un autre pays que la Chine, la solution serait de le bombarder. Mais selon le New York Times, en fin de compte, vous savez qui est vraiment en tort? L'Amérique. Plutôt que d'essayer de faire trébucher la concurrence, l'Amérique devrait se concentrer sur la façon de courir plus vite, par exemple en augmentant les investissements dans l'éducation et la recherche scientifique de base. L'idée est que l'Amérique est tout simplement grosse et paresseuse. Et plutôt que d'essayer de s'améliorer, elle veut tuer la concurrence. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que le Parti communiste chinois a armé son économie pour concurrencer injustement les États-Unis et les détruire. C'est un autre sujet sur lequel je pourrais écrire un épisode entier. En fait, je l'ai fait. Il s'intitule « Pourquoi vous ne pouvez pas concurrencer la Chine ». Je mettrai un lien plus bas, mais en voici un extrait.
La Chine prétend être un pays en développement, bien qu'elle soit la deuxième économie mondiale. Elle bénéficie donc de nombreux avantages, tels que le transport maritime à bas prix vers les États-Unis, subventionné par les contribuables américains. La Chine évite le même type de règles en matière de changement climatique que celles qui empêchent l'industrie américaine d'être compétitive. Enfin, la Chine utilise des tactiques illégales pour surpasser les États-Unis dans des secteurs tels que l'acier et les panneaux solaires. Il ne s'agit pas pour l'Amérique de courir plus vite. Et investir dans la recherche scientifique fondamentale ne servira pas à grand-chose si la Chine se contente de voler la propriété intellectuelle. C'est comme si l'on demandait à un marathonien de courir plus vite, alors que son concurrent est attaché à lui, qu'il est sur un skateboard et qu'il lui tire dans les pieds avec un pistolet à billes. L'engagement a échoué. De manière spectaculaire. Ce changement dans la politique chinoise des États-Unis n'est pas le fruit d'une conspiration des faucons chinois ou d'une pensée de groupe datant de la guerre froide. Le peuple américain en a assez. Et une grande partie de l'élite du monde des affaires et des médias n'apprécie pas que ses intérêts directs puissent être touchés, parce que la populace ne veut plus écouter ses conseils. Il est évident que certaines personnes ne savent pas très bien quelle est la meilleure politique américaine vis-à-vis de la Chine. Permettez-moi donc de simplifier les choses. Si vous tenez le même discours que les médias d'État chinois, c'est que vous vous trompez. N'oubliez pas, ne pensez pas qu'il s'agit d'un mauvais effondrement. Pensez plutôt à un bon effritement, un délicieux effritement. Et comme toujours, cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous, sur le site de financement participatif Patreon. C'est ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Pour les remercier, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient d'Ali Hassan. Bonjour Chris, j'ai lu les croyances de Confucius et il tient Tian en haute estime, estimant qu'il est bienveillant, ce qui correspond à peu près aux croyances des religions abrahamiques. J'ai vu deux versions différentes du roi des singes, et il semble faire la guerre au royaume céleste, pour lutter pour la liberté, le libre arbitre, etc. Cela ressemble à du luciférianisme. Se sont-ils éloignés du confucianisme classique au cours des dernières années, et est-ce que c'est ce qui ressort de leur relation avec les autres nations? Voilà une comparaison très intéressante. Cependant, n'oubliez pas que la rébellion du roi des singes a finalement été stoppée par le Bouddha. Il a été jeté et emprisonné sous une montagne pendant 500 ans, contraint de manger des boulettes de fer lorsqu'il avait faim, et de boire du cuivre fondu lorsqu'il avait soif. Il est ensuite réduit en servitude par un moine, pour l'aider dans sa quête visant à ramener les écritures bouddhistes en Chine. Toute l'histoire est une métaphore de la culture spirituelle, et n'a donc rien à voir avec l'histoire de Lucifer dans les religions occidentales. Quant à la manière dont le PCC utilise la culture chinoise, c'est essentiellement ce qui sert les intérêts du parti. Mao a lancé un mouvement anti-Confucius lorsqu'il a estimé qu'il s'agissait d'une menace pour son propre culte de la personnalité. Mais aujourd'hui, lorsque le PCC veut infiltrer et miner d'autres pays, il prétend se soucier de la culture chinoise et crée des instituts Confucius dans le monde entier. Merci pour votre question et votre soutien, Ali. Et merci d'avoir regardé cette émission. Encore une fois, si vous voulez supporter Chine non censurée, rejoignez l'armée de 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode pour que Chine non censurée continue. Si vous souhaitez soutenir l'émission, mais que vous ne pouvez pas vous permettre $1 par épisode, vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.